Bonjour les élèves, nous allons travailler aujourd'hui sur le chapitre 17, Travail et énergie. Alors, le travail d'une force. Tout d'abord, on va travailler sur les forces dites constantes. Donc, ce qu'on appelle force constante, c'est lorsque les caractéristiques qui sont la direction, le sens et la valeur, c'est-à-dire la norme de la force, lorsque ces caractéristiques ne varient pas au cours du temps. Si vous regardez ici, ces trois vecteurs, eh bien, gardent les mêmes caractéristiques. Donc dans ce cas-là, le travail de cette force va être égal au produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement, AB, qui va s'écrire suivant cette formule, ici, donc le produit scalaire. Et si on projette après, eh bien, on aura AB cosinus alpha. Donc l'angle ici, l'angle qui va tout simplement séparer le vecteur force et le vecteur déplacement, va avoir une influence sur le travail. C'est ce qu'on va voir juste après. Au niveau des unités, le travail se mesure en joules, une force en newton, un déplacement en mètres, et pour l'angle, on pourra prendre les degrés et les radians, peu importe. Il faudra juste faire attention à la calculatrice. Donc, imaginez que vous déplacez un chariot de A à B. Donc le déplacement, c'est de A vers B. Si l'angle ici entre le vecteur déplacement et la force que vous exercez est compris entre 0 et 90 degrés, dans ce cas-là, le travail sera positif et on dira que le travail est moteur. Vous allez donc, votre action va favoriser le déplacement. Si l'angle est égal à 90 degrés, dans ce cas-là, le travail sera nul puisque cosinus 90, ça sera égal à 0. Et cette force n'aura aucun effet sur le déplacement. Imaginez maintenant que votre chariot est en train de descendre dans la pente, c'est que vous le reteniez. Donc vous exercez une force dont l'angle entre la force et le vecteur déplacement est compris entre 90 et 180 degrés. Dans ce cas-là, le travail sera négatif et ça veut dire que c'est la force que vous exercez s'oppose au déplacement. Vous empêchez que votre chariot ne s'éloigne, si vous arrivez. Alors, on va commencer par le travail du poids. Donc le système, un objet de masse m, dans un champ de pesanteur supposé uniforme, donc au voisinage du sol par exemple. Donc le référentiel est terrestre, et on va calculer le travail du poids lors d'un déplacement entre A et B. Donc c'est le produit scalaire entre le vecteur poids et le vecteur déplacement, en projetant. Donc vous pouvez constater que vous avez un triangle rectangle que je vais essayer de dessiner ici. Donc là, là, voilà. Donc là, je dessine l'hypoténuse de ce triangle rectangle qui correspond à la distance AB. Vous avez l'angle alpha ici, et là, cette distance-là, ça serait le côté adjacent qui correspondrait à la différence d'altitude entre ZA et ZB. Donc AB cosinus alpha, ça correspondrait tout simplement au côté ici adjacent. Et le côté adjacent, c'est tout simplement, excusez-moi, le côté adjacent, ça va être ZA moins ZB. Donc P c'est aussi égal à M fois G. Et donc ce sera Mg ZA moins ZB pour le travail. Donc les unités, ça va changer. Donc en joules pour le travail, en kilogrammes pour la masse, en mètres secondes moins 2 pour G, d'accord, c'est les mêmes unités que l'accélération, et en mètres pour la différence d'altitude. Donc si j'ai un objet qui se déplace d'un point A à un point B ici, eh bien le travail sera égal à mgza moins zb. Ça sera systématique. Donc les unités n'ont pas changé. Voilà. Passons à une autre force, la force électrique. Donc on va s'intéresser au travail. Donc lorsqu'une particule Q est placée dans un champ électrique, elle est soumise à une force électrique F. Cette force qui est égale tout simplement à Q fois le champ électrique. Donc le travail de cette force, ça sera force fois le vecteur déplacement.
Si je remplace ici, alors, si je remplace ici cette expression, voilà, je la remplace ici. Ensuite, comme tout à l'heure, vous avez un triangle rectangle comme ceci. Alors, je vais le faire dans ce sens-là, là, voilà. Et cosinus alpha que multiplie AB, ça correspondrait à cette distance-là, qui serait la distance D, ici. Donc, on peut remplacer par D. Or, vous vous rappelez peut-être que dans un condensateur plan, le champ électrique est égal au rapport entre la tension AB et la distance séparant les deux points A et B. Donc en combinant ces relations, le travail d'une force électrique est égal à sa charge qui multiplie la tension entre A et B. Les unités, le travail en joules, une charge en coulomb et une tension en volts. Si je prends le travail d'une force de frottement, donc ici vous avez un solide soumis à plusieurs forces, le poids, le vecteur P, et les, la réaction au support, ici, qu'on appelle la réaction normale, et la réaction tangentielle, qui serait ce qu'on appelle la force de frottement. Donc, on va recenser les forces, les trois forces. Donc la force de frottement ici, elle est opposée au déplacement, donc on va avoir un mouvement qui est un travail qui sera résistant. On va calculer le travail de ces deux forces. Donc pour la réaction normale, vous voyez, on a ici un angle de 90 degrés avec, si par exemple, j'essaie de déplacer le déplacement ici, on a un angle de 90 degrés. Donc là, le travail sera nul pour la réaction normale. Par contre, pour la réaction tangentielle à force de frottement, on a ici un angle. Ah mince. On a un angle par rapport à. Je fais des bêtises. On a un angle de 180 degrés ici entre le vecteur déplacement et la force de frottement. Donc ça nous fera cosinus 180 qui sera égal à moins 1. Donc on va se retrouver avec un travail négatif, donc le travail est résistant. Donc les forces de frottement s'opposent toujours au déplacement. Si maintenant on aborde le point de vue énergétique. Donc une force est conservative lorsque son travail ne dépend pas du chemin suivi. C'est le cas des deux forces que nous avons vues tout à l'heure, le poids et la force électrique. Si je prends le travail qu'exerce la force F entre A et B, quel que soit le chemin suivi, le déplacement suivi, alors le 1, le 2 ou le 3, eh bien, on va uniquement s'intéresser au point de départ et au point d'arrivée. Donc le travail, c'est ce qu'on appelle une force conservative. Dans le cas d'une force conservative, on peut définir ce qu'on appelle une énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle entre le point A et le point B, alors plutôt l'énergie potentielle du point B moins l'énergie potentielle du point A, sera égale à l'opposé du travail de la force F. Donc ça c'est à savoir, cette formule à connaître. Vous pouvez même retenir à la rigueur que le travail de la force conservative est égal à l'énergie potentielle en A moins l'énergie potentielle en B. C'est la même formule. Petit rappel d'énergie sur les notions d'énergie. L'énergie cinétique, donc c'est l'énergie de mouvement, donc ça dépend à la fois de la masse et du carré de la vitesse. Et l'énergie mécanique, ça va être la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc les énergies, comme le travail, sont exprimées en joules. Si je prends le cas d'un système soumis à des forces conservatives, donc ça peut être le poids ou la force électrique,
Donc l'énergie mécanique se conserve. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'énergie mécanique à l'instant T1 est égale à l'énergie cinétique à l'énergie mécanique pardon, à l'instant T2. Sachant que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie de potentiel. Donc, eh bien, l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle à l'instant T1 devrait être égale à l'énergie cinétique et l'énergie potentielle à l'instant T2. Si on voit ça sous forme d'un graphique, alors imaginez un objet lancé vers le haut en chute libre, ça veut dire à l'absence de force de frottement. Je vais essayer de dessiner grossièrement. Alors imaginez une balle que je lance. Donc voici la trajectoire, une parabole, comme ceci. Donc dans un premier temps, la balle elle monte. Donc en montant, la balle prend de la hauteur, donc elle prend de l'énergie potentielle, c'est la courbe en rouge. Par contre, en montant, la balle elle ralentit, enfin, sa vitesse diminue, donc son énergie cinétique diminue. Arrivé au sommet, ici, qu'est-ce qui se passe? La balle retombe, donc elle reprend de la vitesse, donc elle reprend de l'énergie cinétique. Par contre, elle perd de l'altitude, donc elle perd de l'énergie potentielle. Dans le cas de force conservative, eh bien, l'énergie mécanique reste constante et se conserve. Si on a affaire à des forces non conservatives comme les forces de frottement, on n'aura pas conservation de l'énergie mécanique. Et ce qui se passe lorsque, par exemple, un véhicule se déplace dans l'air, par exemple, l'air exerce des forces de frottement, eh bien, ces forces de frottement vont être dissipées sous forme d'énergie thermique. Alors, dans le cas de forces non conservatives, la variation de l'énergie mécanique va être égale au travail des forces non conservatives. Donc, comme le travail est résistant, cette variation d'énergie mécanique sera donc négative. L'énergie mécanique finale sera plus petite que l'énergie mécanique initiale. Voilà. Donc c'est le cas du projectile lancé vers le haut comme tout à l'heure, à part que là, il n'y a pas conservation d'énergie mécanique, l'énergie mécanique diminue au cours du temps. Voilà pour le chapitre 17. Allez, bon courage à tous en espérant vous revoir avant la fin de l'année scolaire.